Tu sais ce que c'est, cette sensation. Tu es dehors, un soir de semaine ordinaire, et tu lèves les yeux. Le ciel est là, immense, silencieux, indifférent. Et quelque chose dans ta poitrine se comprime doucement, comme si une main invisible posait un poids sur tes côtes. Pas douloureux, non, mais persistant, un poids froid et propre. C'est le genre de moment où tu réalises, sans pouvoir le formuler clairement, que tu es quelque chose d'infiniment petit qui regarde quelque chose d'infiniment grand. Et la question arrive, toujours la même, toujours aussi lourde. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige? Il y a dans ce silence cosmique quelque chose qui ressemble à une réponse refusée. Comme si l'univers gardait ses secrets derrière une porte de verre, et toi tu peux voir la lumière filtrer dessous, tu sens la chaleur, mais la poignée ne tourne pas. Pas encore. Feynman connaissait cette sensation. Il la décrivait non pas comme de l'angoisse, mais comme de la faim. Une faim sèche, de fin d'après-midi. Le genre qui ne te coupe pas les jambes, mais qui t'empêche de penser à autre chose. Et il disait, avec ce sourire en coin, qu'il avait toujours, que cette faim était le seul moteur vraiment fiable que l'humanité ait jamais inventé. Alors reste là. Parce que ce dont il est question ce soir, c'est d'une distance. Une seule distance, une année-lumière. Et ce que cette distance révèle sur nous, sur notre fragilité, sur notre possible grandeur, va changer la façon dont tu regardes ce ciel pour le reste de ta vie. Imagine une nuit claire, loin de la ville. Le genre de nuit où les étoiles ne clignotent pas, elles brûlent. Tu es allongé sur l'herbe sèche, ou peut-être assis sur le capot encore tiède d'une vieille voiture et tu regardes vers le haut. Et là, tu distingues Proxima Centauri. Enfin, tu ne la distingues pas vraiment à l'œil nu, mais tu sais qu'elle est là, dans la direction de la constellation du Centaure, la plus proche étoile de notre Soleil. Elle est à 4,2 années-lumière. 4,2. Ça paraît presque raisonnable comme chiffre. 4,2 de quelque chose. Et c'est là que commence la trahison douce du langage. Parce qu'une année-lumière, ce n'est pas une unité de temps, c'est une distance. C'est la distance que parcourt la lumière en une année entière, en voyageant à 300 000 km par seconde, sans jamais s'arrêter, sans jamais ralentir, sans jamais douter. En une seule seconde, la lumière ferait le tour de la Terre 7 fois et demi, 7 fois et demi. En une seconde, et elle fait ça pendant 365 jours d'affilée pour couvrir une année-lumière. Ce qui donne, si tu veux un chiffre qui te coupe le souffle, environ 9400 milliards de kilomètres. 9400 milliards. Bon, mieux vaut ne pas essayer de visualiser ça directement. Feynman lui-même disait que l'esprit humain n'est pas câblé pour les grands nombres. Il disait que quand quelqu'un lit 1 milliard, son cerveau dit simplement « grand ». Et que c'est un problème, parce que la différence entre 1 million et 1 milliard est elle-même astronomique, et notre intuition s'en fiche complètement. Alors voilà une image à la place. Si tu conduisais une voiture ordinaire à 100 km à l'heure, sans jamais t'arrêter, sans manger, sans dormir, sans panne, sans bouchon sur l'autoroute cosmique, il te faudrait environ 10 millions d'années pour parcourir une seule année-lumière. 10 millions d'années! Les premiers humains anatomiquement modernes sont apparus il y a environ 300 000 ans. L'écriture existe depuis environ 5 000 ans. Et toi, en voiture, à 100 km à l'heure, tu n'aurais même pas fait le 10e du chemin depuis que les dinosaures non-aviens ont disparu. Et si tout ça te semble encore abstrait, si tu te dis que c'est de la physique théorique qui ne te concerne pas vraiment, alors voilà la partie qui te concerne directement, viscéralement, existentiellement. Si nous, en tant qu'espèce, ne résolvons pas ce problème de distance, si nous ne trouvons pas un moyen de traverser ces gouffres interstellaires, alors notre histoire entière, Homère, Beethoven, les pyramides, les vaccins, les rires, les larmes, les rêves, tout ça se terminera sur un seul rocher fragile, autour d'une étoile condamnée dans un coin oublié d'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Et personne ne saura jamais que nous avons existé. Mais avant d'aller plus loin, parce que ce voyage mérite un équipage engagé, si tu trouves que cette façon d'explorer l'univers te donne envie de regarder le ciel autrement, abonne-toi, vraiment. Pas parce que l'algorithme en a besoin, mais parce que tu mérites d'avoir dans ta vie une voix qui te parle de physique comme si c'était la chose la plus urgente et la plus belle du monde. Et laisse un commentaire. Dis-nous à quelle vitesse penses-tu qu'on devrait voyager pour que ça compte vraiment. On veut lire tes théories, même les folles, surtout les folles. Maintenant, voilà le vrai vertige. Nous sommes en 2025.
La sonde Voyager 1, lancée en 1977, est l'objet fabriqué par l'homme le plus loin de nous. Elle vole depuis presque 50 ans et elle est à environ 24 milliards de kilomètres du Soleil. Impressionnant? Non, presque. Parce que 24 milliards de kilomètres, c'est environ 0,0026 années-lumière. 0,0026. Après 50 ans de vol, notre meilleur envoyé n'a pas couvert 3 millièmes d'une année-lumière. Et Proxima Centauri est à 4,2 années-lumière. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige? Parce que comprendre, c'est mesurer l'écart réel. Et l'écart réel est terrifiant. Voyager un voyage à environ 17 km par seconde. C'est rapide, c'est environ 60 000 km à l'heure. Mais à cette vitesse, il faudrait environ 70 000 ans pour atteindre Proxima Centauri. 70 000 ans, l'Homo sapiens n'a pas 70 000 ans de civilisation documentée. Nous n'avons même pas 70 000 ans d'art rupestre continu. Envoyer voyageux vers Proxima serait comme confier un message à quelqu'un dont les descendants ne naîtront pas avant que toutes les langues actuelles aient disparu et que de nouvelles civilisations aient émergé et se soient effondrées. Et c'est là que la peur devrait entrer. Non pas une peur panique, non, plutôt cette peur propre et sérieuse d'un homme qui regarde une carte et réalise qu'il n'a ni assez d'eau, ni assez de vivres pour le chemin qui reste. Une peur utile. La sorte de peur que Feynman aurait qualifiée d'intellectuellement honnête. Parce que nous vivons sur une planète unique, une seule, et cette planète est exposée à des menaces que nous ne contrôlons pas. Un astéroïde de taille suffisante et la conversation s'arrête. Pas métaphoriquement, littéralement. 66 millions d'années en arrière, un rocher d'environ 10 km de diamètre a frappé ce qui est aujourd'hui le Mexique et les dinosaures non-aviens qui avaient régné pendant 160 millions d'années ont disparu en quelques décennies. 160 millions d'années et effacés. Nous avons existé en tant qu'espèce pendant une fraction infime de ce temps. Et nous pensons être à l'abri. Il y a autre chose. Notre Soleil est une étoile de séquence principale. Il brûle de l'hydrogène depuis environ 4,6 milliards d'années. Dans environ 5 milliards d'années, il commencera à gonfler en géante rouge, engloutissant Mercure, Vénus et très probablement la Terre. 5 milliards d'années, c'est loin, tu me diras. Oui, mais ce n'est pas le seul risque. Avant ça, dans environ 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil aura augmenté suffisamment pour rendre les océans terrestres trop chauds pour maintenir la vie complexe telle que nous la connaissons. 1 milliard d'années. Ça semble encore confortable, non? Sauf que l'histoire de la vie sur Terre nous montre qu'1 milliard d'années passent et que l'évolution ne garantit rien. Et que nous, avec nos cerveaux de primates améliorés, nous avons peut-être une fenêtre de quelques millénaires ou quelques dizaines de millénaires pour apprendre à sortir du nid. Et si nous ne le faisons pas, le nid brûlera, avec tous ses souvenirs dedans. Feynman avait cette image. Il disait « Imaginez que toute la connaissance humaine soit stockée dans une seule bibliothèque. Une seule. Et qu'il y ait un incendie qui approche. La seule question intelligente à se poser n'est pas « Est-ce que la bibliothèque est belle ?» La seule question intelligente est « Qu'est-ce qu'on copie en premier ? Et où est-ce qu'on le met à l'abri ?» L'humanité est cette bibliothèque. Et nous n'avons pas encore construit la deuxième succursale. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus troublant. Quelque chose qui tient en deux mots. La paradoxe de Fermi. En 1950, le physicien Enrico Fermi était assis à déjeuner avec des collègues. Et au milieu d'une conversation sur les ovnis, il a posé une question apparemment simple. Mais alors, où est tout le monde? C'est ça, le paradoxe de Fermi. L'univers est vieux de presque 14 milliards d'années. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Des études récentes suggèrent que la plupart de ces étoiles ont des planètes. Les conditions pour la vie, au sens chimique du terme, semblent exister ailleurs. Et pourtant, silence. Silence radio, silence visuel, silence total. Aucune civilisation extraterrestre ne s'est manifestée d'une façon que nous ayons détectée. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige? Parce que les solutions au paradoxe de Fermi sont toutes, sans exception, soit merveilleuses, soit terrifiantes. Soit les civilisations avancées sont si rares que nous sommes seuls, ce qui est vertigineux dans un sens. Soit elles existent, mais ne communiquent pas pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Soit, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant,
il existe ce que certains chercheurs appellent le grand filtre, une barrière, un obstacle, quelque chose qui élimine les civilisations avant qu'elles ne deviennent interstellaires. Et la question qui donne des sueurs froides est simple, est-ce que ce filtre est derrière nous ou devant nous? Si le grand filtre est derrière nous, si l'obstacle c'était par exemple l'apparition de la vie eucaryote ou la reproduction sexuée ou l'intelligence de niveau humain, alors nous sommes les chanceux. Nous avons passé le filtre. L'avenir est ouvert. Mais si le grand filtre est devant nous, si c'est quelque chose que toutes les civilisations technologiques rencontrent inévitablement, une guerre nucléaire totale, une intelligence artificielle incontrôlable, un changement climatique irréversible, un virus synthétique, alors les étoiles silencieuses ne sont pas une absence. Elles sont des tombes. Et nous sommes en train d'approcher de ce filtre sans carte et sans lampe de poche. Voilà pourquoi Feynman insistait, avec une intensité qui surprenait parfois ses étudiants, sur le fait que comprendre la physique n'est pas un luxe intellectuel, c'est une question de survie, pas au sens métaphorique, au sens littéral biologique existentiel du terme. Une espèce qui ne comprend pas les lois de l'univers dans lequel elle vit est une espèce qui navigue à l'aveugle dans un couloir plein d'obstacles. Et certains de ces obstacles ne pardonnent pas. Alors maintenant, parlons de solutions, pas de science-fiction. De physique réelle, de propositions concrètes, d'idées qui existent déjà dans des laboratoires ou dans des équations vérifiées. Parce que le problème de la distance interstellaire n'est pas un problème de magie. C'est un problème d'ingénierie. Et l'ingénierie, comme Feynman aimait à le rappeler, c'est de la physique appliquée avec de la patience et des erreurs corrigées. La première chose à comprendre, c'est que la vitesse de la lumière est une limite, mais pas une prison facile à contourner. Dans le cadre de la relativité restreinte d'Einstein, rien qui possède une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. La résistance à l'accélération augmente à mesure qu'on approche de cette limite et l'énergie nécessaire pour continuer à accélérer tend vers l'infini. Donc non, on ne va pas simplement construire un moteur plus puissant et appuyer sur l'accélérateur. Mais il y a quelque chose de fascinant que la relativité restreinte offre en échange, la dilatation du temps. Plus tu voyages vite, plus le temps s'écoule lentement pour toi par rapport à un observateur resté sur Terre. À 90% de la vitesse de la lumière, par exemple, le temps s'écoule environ 2 fois moins vite pour le voyageur. À 99,5%, le facteur de dilatation est d'environ 10. Ce qui signifie que pour un astronaute voyageant à cette vitesse, Proxima Centauri serait atteinte en environ 5 mois de temps subjectif, même si 4,2 ans se seraient écoulés sur Terre. Oui, si, exactement. Le temps n'est pas une constante, c'est une variable, et ça change tout. Mais comment atteindre 99% de la vitesse de la lumière? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Plusieurs concepts ont été sérieusement étudiés. Le premier et le plus développé est la propulsion par fusion nucléaire. La fusion, c'est le processus qui fait briller les étoiles. On fusionne des noyaux légers, d'hydrogène ou d'hélium, pour libérer des quantités d'énergie colossales. La propulsion à fusion pulsée comme le projet Orion des années 60 ou ses descendants plus modernes comme le projet Longshot ou les recherches sur la propulsion à fusion directe envisagent d'utiliser de petites explosions thermonucléaires répétées pour propulser un vaisseau. Les estimations suggèrent qu'un tel système pourrait permettre d'atteindre quelques pourcents de la vitesse de la lumière. Quelques pourcents, c'est déjà plusieurs milliers de fois plus rapide que voyager un. Mais quelques pourcents, c'est encore insuffisant pour un voyage interstellaire pratique. À 2% de la vitesse de la lumière, Proxima Centauri serait à plus de 200 ans. Mieux, mais toujours une dystopie générationnelle. Il y a une idée plus radicale. La voile laser, ou plus précisément, ce qu'on appelle la propulsion par pression de radiation. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 et soutenu par des scientifiques dont Stephen Hawking et l'entrepreneur Yuri Milner, propose d'envoyer de minuscules sondes, des puces à voile d'environ 1 gramme, poussées par un faisceau laser gigantesque depuis la surface terrestre ou depuis l'orbite. L'idée est d'accélérer ces nanosatellites à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, Proxima Centauri serait atteinte en environ 20 ans. 20 ans, c'est dans la portée d'une vie humaine. Bien sûr, il y a des défis immenses. Comment éviter que la voile soit détruite par les particules interstellaires à cette vitesse? Comment transmettre des données depuis une sonde minuscule à 4 années-lumière de distance?
Comment décélérer à l'arrivée si on voulait orbiter autour d'une planète? Ces questions n'ont pas encore de réponse définitive. Mais elles ont des pistes sérieuses testées en laboratoire, publiées dans des revues à comité de lecture. Et c'est ça qui est beau, pas la réponse. La piste. Feynman disait souvent que la différence entre la science et la religion n'est pas que la science a toutes les réponses. La différence, c'est que la science est à l'aise avec l'incertitude. Elle dit « je ne sais pas encore, et voilà comment je vais chercher ». Et cette honnêteté, cette tolérance pour le doute est précisément ce qui lui permet d'avancer. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige? Parce que comprendre révèle l'étendue de ce qu'il reste à comprendre. Et c'est exactement comme ça devrait être. Parlons maintenant de quelque chose de plus spéculatif, mais pas moins sérieux. La propulsion à antimatière. L'antimatière est réelle. Ce n'est pas de la science-fiction. Chaque particule de matière a son antiparticule correspondante, de masse identique, mais de charge opposée. Quand matière et antimatière entrent en contact, elles s'annihilent complètement, convertissant 100% de leur masse en énergie selon la formule la plus célèbre de la physique. E est égal à monsieur multiplié par C au carré. C'est la conversion masse-énergie à la plus efficace possible dans le cadre de la physique connue. Un moteur à antimatière, en théorie, serait des milliers de fois plus efficace qu'un moteur à fusion. Le problème? Produire de l'antimatière est extraordinairement difficile et coûteux. Le CERN, à Genève, produit de l'antihydrogène en quantité nanométrique, quelques centaines d'atomes à la fois, au prix de milliards d'euros d'infrastructures. Et pour propulser même un petit vaisseau vers les étoiles, il faudrait des quantités de l'ordre de quelques grammes à quelques kilogrammes d'antimatière, ce qui représente une énergie de production équivalente à des milliers d'années de consommation électrique mondiale actuelle. Mais, et c'est là où la physique devient vraiment fascinante, nous ne savons pas encore s'il existe des mécanismes naturels de production d'antimatière que nous n'avons pas appris à exploiter. L'univers primordial en contenait autant que de matière. Et nous ne comprenons pas encore complètement pourquoi la matière a gagné cette guerre cosmique originelle. La physique des hautes énergies est encore pleine de surprises. Et puis, il y a les idées vraiment folles, les idées qui font sourire Feynman depuis là où il observe tout ça, la métrique d'Alcubierre. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a publié une solution aux équations de champ d'Einstein qui décrit mathématiquement un espace-temps dans lequel un vaisseau pourrait voyager plus vite que la lumière sans violer la relativité. L'idée, comprimer l'espace devant le vaisseau et l'étirer derrière lui. Le vaisseau lui-même ne se déplace pas à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui se déplace autour de lui, comme un tapis roulant cosmique. Le vaisseau est dans une bulle d'espace-temps plat. Il ne ressent aucune accélération. Le temps ne se dilate pas à l'intérieur. Et pourtant, vu de l'extérieur, il se déplace à une vitesse supraluminique. C'est élégant. C'est mathématiquement cohérent avec la relativité générale. Et c'est pour l'instant absolument irréalisable avec la physique que nous maîtrisons. Pourquoi? Parce que la métrique d'Alcubierre requiert des quantités astronomiques d'énergie négative, une forme d'énergie qui existe peut-être dans la physique quantique des champs, mais que nous ne savons absolument pas produire à grande échelle. Certaines estimations parlent d'une énergie équivalente à la masse de Jupiter entière, convertie en énergie négative. D'autres, plus récentes, ont proposé des versions modifiées de la métrique qui réduisent drastiquement ces exigences, mais elles restent bien au-delà de ce que nous pouvons faire. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non, ça veut dire que c'est difficile avec ce que nous savons aujourd'hui, et ce que nous savons aujourd'hui est une fraction infime de ce qui peut être connu. Feynman aimait rappeler que la physique newtonienne était considérée comme complète et définitive jusqu'au moment où elle ne l'était plus. La relativité a changé tout le cadre. La mécanique quantique a changé tout le cadre une seconde fois. Qui peut dire avec certitude qu'une troisième révolution n'est pas en train de germer dans un laboratoire quelque part ou dans la tête d'un étudiant de 20 ans qui regarde le ciel la nuit? Bon, alors, parlons de quelque chose de légèrement différent. Parlons de ce que nous pourrions trouver si nous arrivions à traverser ces distances. Parlons de vie extraterrestre. Pas des petits hommes verts de la culture populaire, de la vraie question biologique et chimique. La vie sur Terre est basée sur le carbone, l'eau, quelques douzaines d'acides aminés et l'ADN comme support d'information génétique. Mais est-ce que ça doit nécessairement être le cas ailleurs? La réponse honnête est « nous ne savons pas ».
Mais nous avons des indices fascinants. Le carbone est l'un des éléments les plus abondants de l'univers. Il forme plus de composés chimiques que tous les autres éléments réunis, grâce à sa capacité unique à former 4 liaisons covalentes stables. L'eau est également omniprésente dans l'univers sous forme de glace. Des molécules organiques complexes, des acides aminés, des sucres, des bases nucléiques ont été trouvées dans des météorites. En 2022, des scientifiques ont identifié toutes les bases nucléiques de l'ADN et de l'ARN dans des météorites carbonées. Toutes, ce qui suggère que les briques de base de la vie telle que nous la connaissons se forment spontanément dans l'espace sans intervention biologique. Ce qui suggère que la vie basée sur la chimie du carbone et de l'eau n'est peut-être pas un accident terrestre. Elle est peut-être une tendance universelle. Et si c'est le cas, alors il y a des milliards de planètes dans notre seule galaxie qui pourraient abriter des formes de vie. Certaines simples, microbiennes, analogues aux premières formes de vie terrestres. D'autres peut-être plus complexes, et certaines peut-être intelligentes. Mais voilà ce qui est vraiment troublant. Même si la vie microbienne est commune, la vie intelligente et technologique pourrait être extrêmement rare. Le chemin de la bactérie à la civilisation spatiale est long, fragile et parsemé d'extinctions de masse. Sur Terre, il a fallu environ 4 milliards d'années. Il y a eu au moins 5 grandes extinctions de masse qui auraient pu tout arrêter. L'intelligence de niveau humain n'est apparue qu'une seule fois dans l'histoire de la vie terrestre documentée. Une seule fois. Et encore, nous ne savons pas si c'est une caractéristique stable ou une anomalie évolutive. Quiero decir, ou mieux dire, c'est-à-dire que la rareté de la vie intelligente n'est pas une consolation, c'est une responsabilité. Si nous sommes rares, ou même seuls dans cette galaxie, alors notre survie n'est pas seulement une question de préférence humaine, c'est une question cosmique. Nous sommes peut-être les seuls observateurs conscients de cet univers dans tout le volume de la Voie lactée, les seuls yeux capables de regarder les étoiles et de se demander ce qu'elles sont. Et nous vivons sur un seul rocher. Feynman avait une façon de décrire ce vertige qui est resté gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont entendu. Un soir, lors d'une conférence à Caltech, une étudiante lui a demandé « Est-ce que ça vous fait peur de penser que nous pourrions être seuls ?» Et il a répondu en tapotant doucement la table en bois devant lui, en choisissant ses mots avec cette précision chirurgicale qu'il avait toujours. Les deux options me font peur. Être seul, c'est vertigineux. Ne pas être seul, c'est aussi vertigineux. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas encore les instruments pour savoir laquelle de ces peurs est justifiée. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à chercher. Moi, dans ce travail de décryptage des idées de Feynman, j'ai lu des centaines de transcriptions de ses conférences, de ses interviews, de ses lettres. Et il y a un moment, dans une lettre à un ami dont le nom a été changé en publication, mais que je connais comme étant simplement appelé Ralph dans les archives, où Feynman écrit quelque chose d'une simplicité bouleversante. Il écrit « La seule chose qui me ferait vraiment abandonner la physique, c'est si l'univers s'avérait fini et ennuyeux. Mais comme il s'avère infini et bizarre, je n'ai aucune raison de m'arrêter. Aucune. » Il y avait dans cette phrase, tracée à l'encre bleue sur du papier légèrement jauni, une joie que peu d'autres textes scientifiques arrivent à transmettre. Pas une joie légère. Une joie grave, ancrée, la sorte qui naît de la confrontation honnête avec l'immensité. Et c'est exactement cette joie que nous devons cultiver collectivement si nous voulons survivre. Revenons aux distances. Parce qu'il y a un concept que nous n'avons pas encore exploré, et qui est peut-être le plus important pour comprendre pourquoi le problème interstellaire n'est pas seulement technologique. Il est aussi psychologique et institutionnel. La dilatation du temps relativiste, nous en avons parlé. Mais il y a une autre approche radicalement différente. Les vaisseaux générationnels. Plutôt que d'essayer de voyager vite, l'idée serait de voyager lentement, mais avec une population entière à bord. Un vaisseau assez grand pour que plusieurs générations d'humains y vivent, naissent, meurent et transmettent la mission à leurs descendants. À 1% de la vitesse de la lumière, Proxima Centauri serait atteinte en environ 420 ans, 17 générations humaines environ. C'est la durée qui sépare Léonard de Vinci de nous. C'est une idée qui soulève des questions profondes qui ne sont pas de la physique mais de la philosophie et de l'éthique. Est-il juste de confier une mission à des générations qui ne l'ont pas choisie ? Comment maintenir la cohésion sociale, la santé mentale, la diversité génétique dans un espace fermé pendant des siècles ? Comment s'assurer que la connaissance ne se perd pas, que les objectifs ne dérivent pas, que la mission reste ce qu'elle était au départ ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles ont des réponses possibles.
Et les travailler sérieusement, c'est déjà un acte de civilisation. Il y a aussi la question de l'hibernation ou de la suspension animée. Pas dans le sens du film de science-fiction, mais dans le sens de la biologie réelle. Certains animaux hibernent en abaissant drastiquement leur métabolisme pendant des mois. Des techniques expérimentales explorent la possibilité d'induire des états de torpeur chez les humains, notamment pour des interventions médicales longues. Si on pouvait réduire le métabolisme humain à quelques pourcents de sa valeur normale pendant un voyage interstellaire, les besoins en nourriture, en air, en espace psychologique seraient radicalement réduits. C'est une piste sérieuse, étudiée notamment par la NASA dans des programmes de recherche médicale pour les missions de longue durée. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige? Parce que chaque solution révèle 10 nouveaux problèmes. Et chaque nouveau problème est une invitation à penser plus loin. Maintenant, il y a une dimension de ce voyage que nous n'avons pas encore abordée, et qui est peut-être la plus concrète de toutes. La propulsion solaire, ou voile solaire, non pas poussée par un laser artificiel, mais par la pression naturelle de la lumière solaire. Des missions réelles ont déjà testé ce concept. Icaros, lancé par l'agence spatiale japonaise JAXA en 2010, a déployé avec succès une voile solaire dans l'espace et a démontré une accélération mesurable par pression radiative. LightSail 2 de la Planetary Society a fait de même en 2019, confirmant que la technologie fonctionne. Ces voiles ne permettent pas d'atteindre des vitesses interstellaires avec la technologie actuelle. Mais elles démontrent un principe, et les principes en physique sont le début de tout. Feynman disait qu'une fois qu'un principe est prouvé fonctionnel, la question n'est plus de savoir si c'est possible, mais de savoir combien de temps il faudra pour l'optimiser. Et combien de temps, c'est précisément la question du titre. Combien de temps faudrait-il pour voyager une année-lumière? La réponse dépend de la technologie. Avec un vaisseau de type voyager, environ 70 000 ans, avec une propulsion à fusion avancée à 5% de la vitesse de la lumière, environ 80 ans. Avec une voile laser à 20% de la vitesse de la lumière, comme Breakthrough Starshot l'envisage pour de minuscules sondes, environ 5 ans. Avec un vaisseau humain hypothétique à 99% de la vitesse de la lumière, environ 1 an de temps objectif, mais quelques semaines seulement de temps subjectif pour l'équipage, grâce à la dilatation temporelle relativiste. Et avec la métrique d'Alcubierre, si jamais les défis énergétiques étaient résolus, moins d'1 an, peut-être quelques jours ou quelques heures, en temps subjectif comme en temps objectif. Ces chiffres ne sont pas des fantasmes. Ils sont des extrapolations de physique réelle, vérifiées, publiées. La question n'est pas si, la question est quand. Et quand dépend de nous. De combien nous investissons dans la recherche fondamentale. De combien nous valorisons la curiosité. De si nous choisissons de regarder les étoiles comme un plafond ou comme une porte. Feynman avait une anecdote qu'il racontait souvent pour illustrer l'importance de la recherche fondamentale. Il parlait de la découverte de l'électromagnétisme par Michael Faraday au XIXe siècle. Quand Faraday a montré ses expériences sur les champs magnétiques à un politicien qui lui demandait à quoi ça servait, Faraday a répondu « À quoi sert un enfant qui vient de naître ?» Cette réponse est restée. Parce que les expériences de Faraday ont mené à la théorie de Maxwell, qui a mené à la radio, au radar, au téléphone, à Internet, à tout ce sur quoi repose la civilisation moderne. Tout ça depuis des bobines de fil de cuivre dans un laboratoire du XIXe siècle. La recherche sur la propulsion interstellaire, sur la physique des trous de verre, sur la thermodynamique des systèmes loin de l'équilibre, sur la biologie extrémophile, sur la détection de biosignatures atmosphériques, dans des exoplanètes lointaines, tout ça ressemble aujourd'hui à des bobines de fil de cuivre. Des curiosités spécialisées pour quelques milliers de chercheurs dans des laboratoires discrets. Mais dans 200 ans ou dans 500 ans, si nous sommes encore là pour les écrire, les livres d'histoire diront que c'est là que le destin de l'espèce a basculé. Maintenant, parlons des exoplanètes. Parce que depuis les années 90, la façon dont nous percevons l'univers a changé radicalement et de façon irréversible. Avant 1995, nous ne savions pas avec certitude qu'il existait des planètes autour d'autres étoiles. Nous le suspections, nous l'espérions, mais nous ne l'avions pas prouvé. En 1995, Michel Mayer et Didier Queloz, des chercheurs de l'Observatoire de Genève, ont annoncé la première détection confirmée d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire.
Cette planète s'appelle 51 Pégase. B. Mayer et Kelloz ont reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte. Depuis, nous avons détecté plus de 5500 exoplanètes confirmées. 5500, et ce n'est qu'un échantillon infime de ce qui existe. Le télescope Kepler, avant sa mise à la retraite, a estimé qu'il y avait probablement plus d'une planète par étoile en moyenne dans notre galaxie, ce qui signifie des centaines de milliards de planètes dans la Voie lactée seule. Et parmi celles-ci, des dizaines de milliards sont dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire à une distance permettant à l'eau liquide d'exister en surface. Des dizaines de milliards de planètes potentiellement habitables dans notre seule galaxie, et il y a au moins 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Feynman disait que les grands nombres ne deviennent réels que quand on les traduit en conséquences. Alors voilà la conséquence. Si même une fraction infime d'1% de ces planètes habitables a développé de la vie, et si même une fraction infime de cette vie est devenue intelligente, alors l'univers est plein de civilisations. Et leur silence, ce silence que Fermi notait à son déjeuner en 1950, est la chose la plus mystérieuse et la plus urgente à expliquer que la science ait jamais rencontrée. Est-ce qu'elles sont trop loin pour communiquer efficacement ? Est-ce que les signaux électromagnétiques ne sont pas leur mode de communication préféré? Est-ce qu'elles nous observent sans se manifester pour des raisons que nous ne pouvons pas encore imaginer? Est-ce qu'elles ont toutes passé par ce filtre dont nous parlions et que certaines n'ont pas survécu? Nous ne savons pas, et c'est précisément pour ça que nous devons aller chercher. Le télescope spatial James Webb, opérationnel depuis 2022, a une capacité que ses prédécesseurs n'avaient pas. Analyser la composition atmosphérique d'exoplanètes lors de leur transit devant leur étoile. Quand une planète passe devant son étoile, une fraction de la lumière stellaire traverse l'atmosphère planétaire. Chaque molécule absorbe la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, comme une empreinte digitale chimique. James Webb peut lire ces empreintes. Et parmi ce qu'il cherche, il y a des biosignatures, des molécules comme l'oxygène moléculaire, le méthane, l'ozone, des molécules qui sur Terre ne sont maintenues en abondance que par des processus biologiques actifs. Si James Webb ou son successeur détecte une combinaison de biosignatures sur une exoplanète lointaine, ce sera probablement l'annonce la plus importante de l'histoire de l'humanité. Plus importante que la découverte du feu, plus importante que ce que nous avons appris jusqu'ici, parce que ça voudra dire que nous ne sommes pas seuls. Et ça changera chaque question que nous nous posons sur nous-mêmes. Feynman aurait adoré ce moment. Il aurait sans doute sorti ses bongos et joué quelque chose de légèrement cacophonique, mais sincèrement joyeux. Parce que c'est ça qu'il faisait quand quelque chose le rendait vraiment, profondément heureux. Il ne discutait pas, il jouait. Et maintenant la dernière pièce du puzzle, celle qui relie tout. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige ? Parce que comprendre, vraiment comprendre, c'est réaliser que toutes ces questions, la vitesse de la lumière, la dilatation du temps, la propulsion interstellaire, la vie extraterrestre, la paradoxe de Fermi, ne sont pas des questions séparées. Ce sont les facettes d'une seule et même question. Et cette question est « qu'est-ce que nous voulons être en tant qu'espèce ?» Feynman ne formulait pas les choses en termes politiques ou sociologiques. Il les formulait en termes de physique et de curiosité. Mais la conclusion était toujours la même. Une civilisation qui cesse de se poser des questions difficiles est une civilisation qui commence à mourir. Lentement, doucement, sans s'en rendre compte, comme une étoile naine brune qui refroidit dans l'obscurité sans jamais avoir eu la masse suffisante pour s'allumer vraiment. Et nous avons la masse. Nous avons les cerveaux, les outils, les connaissances accumulées, la technologie naissante. Nous avons tout ce qu'il faut pour décider que ce siècle sera celui où l'humanité cesse d'être une espèce à un seul point de défaillance. Un seul point de défaillance, c'est le terme d'ingénierie pour un système qui peut tout perdre si un seul composant tombe en panne. Nous sommes exactement ça, une planète, un soleil, une fenêtre temporelle. Éliminer l'un de ces éléments et l'expérience se termine. La solution n'est pas mystérieuse. Elle est difficile, mais elle n'est pas mystérieuse. Nous devons devenir une espèce multiplanétaire. D'abord Mars, dont les ressources et la position dans le système solaire en font la cible la plus accessible. Ensuite, les lunes de Jupiter et de Saturne, Europa et Encelade ayant des océans sous-glaciaires qui pourraient abriter de la vie microbienne. Ensuite, la ceinture d'astéroïdes
dont les ressources minérales sont d'une richesse qui dépasse tout ce que nous avons sur Terre, et finalement, sur des échelles de temps plus longues, vers les étoiles. Vers Proxima Centauri, vers les planètes de la zone habitable que nous avons déjà détectées. Ce programme n'est pas une dépense, c'est le seul investissement qui ait une valeur de retour infinie. Parce que si nous réussissons, nous survivons. Et si nous survivons assez longtemps, nous apprenons assez pour comprendre des choses que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Comme la physique newtonienne ne pouvait pas imaginer la relativité. Comme la relativité ne pouvait pas imaginer ce qui viendra après. Feynman terminait souvent ses conférences non pas par une conclusion, mais par une ouverture. Il disait « Je ne sais pas ce que vous allez faire de tout ça, mais j'espère que vous allez rentrer chez vous ce soir et regarder le ciel et que vous allez vous sentir juste un peu plus petit et juste un peu plus curieux et que cette curiosité ne vous lâchera plus jamais. » Et c'est exactement ce que nous te demandons. Pas d'avoir toutes les réponses, pas de résoudre la propulsion interstellaire ce soir. Juste de garder la question vivante, de la porter avec toi, de la partager avec quelqu'un qui ne s'en doute pas encore, de ne pas laisser le confort de l'ignorance gagner contre l'inconfort magnifique de la curiosité. Parce que l'univers est là, dehors, dans ce ciel que tu regardes le soir, avec ses 9400 milliards de kilomètres par année-lumière, avec ses milliards de planètes, avec son silence mystérieux, avec ses lois physiques qui s'appliquent partout, de ton salon à la galaxie la plus lointaine observable. Et il attend, pas avec impatience. L'univers n'a pas d'impatience. Il a juste du temps, énormément de temps. Et la question est de savoir si nous en aurons assez, nous, pour apprendre à le traverser. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus de comprendre tombent toujours plus loin dans le vertige? Parce que le vertige n'est pas la fin du chemin, c'est le début. C'est le signe que tu regardes dans la bonne direction, que tes yeux se sont ouverts sur quelque chose de réel, de grand, de difficile et de magnifique. Et que cette ouverture, ce léger tremblement dans la poitrine quand tu réalises l'échelle de ce qui existe, c'est le sentiment le plus honnête que l'être humain puisse ressentir devant le cosmos. Feynman appelait ça la joie de trouver des choses, pas la joie d'avoir trouvé. La joie de trouver, le présent continu, l'acte en cours. La recherche comme état permanent, comme mode de vie, comme réponse à la question de savoir comment habiter dignement un univers qui n'avait pas prévu de faire de la place pour des créatures capables de se demander pourquoi il est là. Et toi, tu es l'une de ces créatures, avec ce poids doux sur la poitrine que tu ressens en regardant les étoiles, avec cette question qui ne te lâche pas, avec cette faim sèche de fin d'après-midi qui n'est pas de l'angoisse, mais de la curiosité, mieux dire, qui est de l'angoisse transformée en curiosité par la décision de ne pas regarder ailleurs. Ne regarde pas ailleurs, regarde vers le haut. Les réponses sont là-haut, quelque part, entre 4,2 et des milliards d'années-lumière de distance. Et nous avons exactement ce qu'il faut pour aller les chercher. Il nous manque juste la conviction collective que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Feynman en était certain. Et toi, maintenant tu as tous les éléments pour l'être aussi.